Voilà, on commence officiellement la première lecture du groupe d'études. Donc, on va commencer avec les mantras. Je commence Et avec les c'est mantras. bel et bien notre vidéo 2. Oui. Donc, on commence avec les deux premiers mantras. Le premier, c'est comme on a expliqué dans le dernier groupe, c'est le mantra pour allumer la chandelle. Donc, c'est dans une symbologie plutôt de allumer, comme allumer symboliquement la lumière de la connaissance. OK, Jyotir. Donc, puis le deuxième, c'est le Om Sahana Bhavatu, que c'est le mantra de l'enseignement, donc le mantra du partage de connaissances. Okay? On peut chanter ensemble si vous voulez. Okay? Donc, on peut garder les yeux fermés si vous voulez. Donc, juste sentir un petit peu son corps, fermer un petit peu les yeux, laisser les épaules bien détendues. Observez le corps qui est assis avec les pieds qui touchent le sol. Si vous mangez maintenant, arrêtez de manger pour un petit instant. Après, vous pouvez continuer à manger, il n'y a pas de souci. Mais prenez cet instant, ce moment, juste comme un moment de début de pratique, d'étude, véritablement, officiellement. Magnifique. Om Deepa Jyotif Padam Brahma Deepa Jyotir Janardanaha Deepo Hadatune Papam Deepa Jyotir Namostute. Là, on chante l'Om Sahana, le Shantipata. Inspire. Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Saha Vidyam Kadavavahai Tejasvina Bhakti Tamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat. On garde cette présence, on garde cette symbole pour notre pratique d'aujourd'hui. Voilà. Donc, on va commencer avec la première partie de la lecture de l'arbre du yoga de BKS Iyengar. La structure qu'on va faire, ça va être, on va lire des paragraphes de cette danse. Et si on pense qu'il y a des choses intéressantes à discuter, on va faire des pauses, on va faire des connexions avec, dans mon cas, avec l'Ayurveda aussi. Et on peut continuer des connexions avec d'autres lectures qu'on a aussi. Okay. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit aussi, n'hésitez pas. Ouais, c'est intéressant dans les groupes. Si vous avez des questions posées, dans le cas de Sarah, tu peux écrire aussi, Sarah. Je peux lire tes questions vu que tu n'es pas capable de participer avec la vidéo. C'est bon? Aussi, il y a des questions qui restent après réflexion, après les groupes. Vous pouvez aussi garder pour les prochaines rencontres de la semaine prochaine. Voilà. Donc, je vais commencer. Donc, le yoga est en... Okay, c'est ce chapitre-là. Donc, on va aller chercher. C'est la page 17. Donc, le yoga veut dire union. Le yoga est l'union de l'âme individuelle avec l'esprit universel. Mais cela est une notion trop abstraite pour être comprise aisément. Aussi, dit-je à notre niveau de compréhension que le yoga est l'union du corps avec le mental et du mental avec l'âme. Donc, on va arrêter un peu pour expliquer cette partie-là, parce que
exactement yoga, quand on dit yoga, ça veut dire quoi, l'union, dans le cas d'union, on peut penser à plusieurs choses au niveau union aussi. Donc, juste pour clarifier un peu, BKS Iyengar, il va prendre le concept de l'âme individuelle avec l'esprit universel. Hein? Et comme il-même a mentionné, c'est un peu difficile pour les gens de comprendre ça. C'est quoi l'âme individuelle? C'est quoi l'âme, en fait? Hein? Et c'est quoi l'esprit universel? Hein? Pour le yoga, dans la vision du yoga, l'idée, c'est comme l'union entre le corps physique, notre corps mental, la partie intellectuelle, hein, et l'âme dans le sens plus global. Et je vais faire un parallèle avec l'Ayurveda ici, parce que l'Ayurveda, il comprend vie, quand Ayurveda, ça signifie l'étude de la vie. Donc, vie, selon Charaka Samhita, que c'est un livre de au moins entre 3000 et 5000 ans, il dit que exactement pour avoir la vie, selon cette vision, c'est exactement la jonction du corps physique, des organes du sens, donc les 5 organes qu'on a, notre intellect, notre capacité cognitive et les atman, hein, que ça serait nous, moi, en fait. Hein. Ça serait moi dans les cas plus suprêmes. Donc, je pense que c'est ça aussi que le yoga a cette même idée de l'âme universelle, c'est atman aussi, avec cette même idée. Hein. Je ne sais pas si André veut ajouter quelque chose. Oui, dans le Vedanta, en fait, ils vont être, c'est presque c'est comme ils vont se côtoyer énormément bien là-dedans, mais c'est comme Atma. Il y a une différence entre Atma puis l'Atma que l'Ayurveda parle, puis Atma que Vedanta va parler. OK? Donc, Atma, ça serait une vision de. C'est plus proche d'une vision de nature qu'une vision de l'âme personnelle. OK? Le Vedanta va parler plutôt de Jiva, Jiva, comme l'âme personnelle. Donc, c'est comme cette forme ici, elle est en forme de... Son Giva, c'est André qui est là-dedans. Sauf que Atma, c'est comme une lame universelle. C'est comme c'est la nature. C'est comme je suis connecté avec vous, avec les choses qui sont autour de moi. Et ça, tout ça ici, ça participe de cet univers-là que c'est Atma. Donc, Atma est pour la vision de Vedanta, est illimité. Okay? Tandis que le Giva, il est plongé, puis à l'intérieur de moi, puis c'est lui qui organise un petit peu l'histoire là-dedans. Puis là, là, on descend. On a Giva, puis là, on va voir la référence des koshas. Ah, les koshas. Ah, donc, c'est les couches de la conscience. Donc là, on descend vers le corps de la félicité, vers le corps intellect, vers le mental, vers l'énergétique, qui c'est le sens, puis vers le corps physique, que c'est celui que vous voyez. Donc, c'est sûr que on va explorer un peu plus c'est quoi Kosha dans le futur. Donc, n'hésitez pas. Oui. Aujourd'hui, ça se peut que c'est la première fois qu'on commence en étude. Peut-être c'est la première fois aussi que vous entendez des mots en sanskrit. Donc, on va exactement arrêter et expliquer chaque concept qu'on trouve plus intéressant. Donc, ne vous inquiétez pas, avec le temps, les connaissances, ça va devenir plus clair aussi. Hein? Mais je pense qu'en général, Julia, c'est comme juste pour finir avec ce premier paragraphe-là, que je pense que c'est vraiment intéressant, c'est que BKS Iyengar veut dire, c'est comme, écoute, c'est ton corps, là,
ce corps-là qui est là, il est connecté avec la nature, il est connecté avec le cosmos. Là. Ouais. Il est connecté Point. avec tout. On est Avec- tous liés. Ce n'est pas une union seulement du corps physique et mental ici, mais c'est l'union de notre corps avec tous les êtres et tout l'univers. C'est un gros résumé. C'est bien ça. Okay. Donc, je vais continuer. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à date? Ça va? Elena, ça va, Sarah? Oui, c'est clair. 99% d'entre nous souffrent d'une manière ou d'une autre, physiquement, psychologiquement ou spirituellement. La science du yoga nous aide à entretenir le corps comme un temple afin qu'il devienne aussi pur que l'âme. Le corps est apathie, les mentales vibrations et l'âme lumière. En développant le corps, la pratique du yoga l'amène au niveau des vibrations du mental de telle sorte que, devenus tous les deux vibrants, le corps et le mental soient attirés vers la lumière de l'âme. Est-ce que je continue ou explore un peu? Magnifique. C'est bon, c'est une bonne explication, pas trop de choses à développer. Les philosophes, les saints et les sages nous disent qu'il y a divers chemins pour atteindre le but ultime, la contemplation de l'âme. La science du mental s'appelle Raja Yoga, la science de l'intelligence qui s'appelle Jnana Yoga, la science du devoir est le Karma Yoga et celle de la volonté est le Hatha Yoga. Pour les auteurs des textes anciens, ces noms étaient comme des touches d'un clavier. Les claviers comptent beaucoup de touches, mais la musique est une. De même, il existe beaucoup de mots pour exprimer de façon particulière d'aborder le yoga et des chemins particuliers permettant d'atteindre les points culminants de son art. Mais le yoga est un, tout comme Dieu est un, bien comme qu'on lui donne des noms différents dans des pays différents. Donc là, je pense qu'il mérite une petite pause. Donc, parce que il va avoir l'idée de cette branche, c'est cette branche du yoga qui va séparer un peu la Raja Yoga, Jnana Yoga, Kriya Yoga, c'est pas, il n'a pas mentionné ici les autres, mais on a plus de branches dans le yoga. Mais on ne va pas entrer dans les branches non plus aujourd'hui, mais juste pour dire, pour faire cette conclusion qu'il y a des types différents, mais la base et l'idée ultime, c'est la même. C'est ça qu'il veut dire. C'est exactement arriver à voir le yoga comme une seule chose. Donc, même si on a plusieurs noms qui donnent, finalement, ça arrive tout à une chose. Ben, c'est que le yoga est en étant, ben, c'est ça, c'est comme le yoga en étant comme un chemin vers la conscience. C'est ce qu'il y a des gens qui appellent la lumière, il y a des gens qui vont appeler le samadhi, la nirvana ou quoi que ce soit, mais c'est comme, grosso modo, c'est la conscience, c'est avoir cette connexion, avoir une meilleure... mais qu'est-ce que ça va donner, André, d'être plus conscient? Ben, avoir une vie moins souffrante, comme il disait dans le dernier paragraphe, dans le paragraphe d'avant, c'est comme avoir une vie plus consciente, ben, ça peut vous rendre moins souffrant ta vie. Donc, c'est au niveau physique, au niveau psychologique, c'est comme, puis même au niveau karmique, si on parle d'autres choses. Mais c'est très intéressant quand même que Julia a apporté ça parce qu'il y en a d'autres branches. Oui, bien sûr qu'il y a des sous-branches. C'est comme le, je sais pas, c'est comme le Jnana Yoga. Il va à un moment donné s'appeler Laya Yoga. C'est comme il y a plein d'histoires là-dedans. Mais ces 4 branches-là sont les principales branches. Puis après, il y en a d'autres qui vont se suivre. Il y avait une autre chose à dire, mais j'oublie. C'est bien correct. Je peux continuer? Oui, bien sûr.
ceux qui ont une approche intellectuelle du yoga disent que le Raja Yoga est spirituel et le Hatha Yoga purement physique. C'est une immense erreur. De même que tous les chemins mènent à la source, le Hatha Yoga conduit aussi à la contemplation de l'âme. Combien de ceux qui font cette distinction entre Hatha Yoga et Raja Yoga ont vraiment étudié le Hatha Yoga Pradipika ou d'autres textes anciens sur les Hatha Yoga? Et combien ont vraiment lu les Yoga Sutras de Patanjali, qui sont les principales références pour les Raja Yoga? Savait-il que le dernier chapitre de Hatha Yoga Pradipika s'intitule Samadhi Pada et traite l'état de Samadhi ou l'union avec l'Esprit suprême? Et quel est le point culminant de Raja Yoga? C'est aussi le Samadhi. Où est donc la différence entre eux, hein? Entre les deux. Magnifique. Donc, ces deux livres-là sont des livres très importants. C'est la base, comme il explique ici, Yoga Sutra de Patanjali. On va, dans le futur, peut-être, explorer un peu ensemble. Dans un futur, parce que... Ça va prendre du temps, hein, ces groupes d'études-là. Ouais, on va rester tranquillement. Mais c'est aussi, mais on peut avoir des références comme Samadhi. Il y a des références différentes dans les Hatha Yoga. Il y a plusieurs types de Samadhi différents, mais on ne va pas entrer là-dessus. Ouais, mais je pense qu'une chose importante dans ce paragraphe-là, c'est la suivante. Okay? C'est quoi une pratique de Raja Yoga? Une pratique de Raja Yoga, à la base, c'est une pratique de méditation. C'est une pratique méditative, point. Okay? C'est comme, il y a des écoles qui sont juste des écoles d'études, puis des pratiques de méditation. Ce sont des écoles spécialisées en Raja Yoga. Okay? Puis, il y a les écoles comme la nôtre, qui est plutôt spécialisée dans Hatha Yoga. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas côtoyer le Raja Yoga. Comme par exemple les cours de yoga restaurateur, yoga et méditation. Ça, c'est peut-être le meilleur cours pour dire qu'on jongle avec les deux, justement, pour y arriver à quelque chose, pour arriver à une certaine samadhi. Donc, ouais, c'est ça. Non, c'est plus dans ce sens. Ah oui, bien sûr. Puis, écoute, le Yoga Sutta de Patanjali aussi, son 4e chapitre, c'est Samadhipada. OK. Donc, c'est comme, même si puis, une autre chose, la dernière chose, le Yoga Sutra de Patanjali, OK, c'est vraiment très, très, très important. Il va parler de l'importance de asana, mais il ne va pas parler d'asana, il ne va pas dire de faire ton guerrier 2 ou quoi que ce soit, mais il va parler de l'importance de nourrir, de l'hygiène. Ouais, d'entretenir le corps, exact. OK, ouais, c'est bon pour moi. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Parfait. Bientôt, on va peut-être décrire un peu plus c'est quoi Samadhi. Souvent, les voix... Attends, une question de Sarah. Souvent, les voix sont mélangées dans l'Occident. On étudie les sutras avec la pratique du Hatha. Oui, ce n'est pas nécessairement mélangé, je dirais. Est-ce que tu penses? C'est mélangé. Ah non, c'est mélangeant. C'est juste mélangeant, oui. Ça, oui. Je comprends comme ça, ouais. Oui, j'ai compris. Ouais. On va, ici en Occident, c'est plutôt est-ce que les cas traditionnels où les yogis suivent une ou l'autre école? Oui. S'il y a des cas, il y a des gens qui vont étudier juste Raja Yoga. Oui, absolument. Absolument. C'est comme l'étude juste du mental. Ils vont rester juste sur ça. Ils ne vont pas faire aucune pratique d'asanas. Oui, l'école la plus connue, il y a une des plus connues là, au monde, là, c'est Brahma Kumaris. Okay? Vous pouvez taper là, Brahma Kumaris.
c'est une école de Raja Yoga classique. OK? Et tu arrives là-bas, tu vas étudier peut-être un petit peu des textes. C'est ça le cours, hein? 2 heures de cours. Tu t'assois, ils vont lire, ils vont faire des choses. Puis après, à un moment donné, tu t'arrêtes. Il y a une petite lumière là en avant ou une chandelle. Chez nous, à Florianopolis, c'était un point là, lumineux. Puis tu es avec les yeux ouverts, puis tu regardes les points lumineux tout le temps. Puis là, tu fais 1 heure de pratique comme ça. C'est fini. Maximum, tu vas faire Lotus. Lotus. Puis c'est ça ta position. Donc, oui, il en existe, mais c'est comme le yoga, il a commencé à percevoir à un moment donné, c'est comme il a commencé à côtoyer la gymnastique aussi dans le début du siècle passé, puis tout ça, parce que les corps contemporains, surtout après la révolution industrielle, ben, le corps a commencé à avoir besoin d'autres choses. Donc, c'est comme le yoga a commencé à évoluer puis à se modifier. On n'avait pas de guerriers, des guerriers, hein, des trucs comme ça dans les vieux textes. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Hein, c'est comme on va étirer nos psoas. Mais à quoi ça sert étirer le psoas pour une personne qui plante du riz? Ça ne donne rien pour eux. Ils ont déjà leur psoas hyper gonflé, hyper étiré. Donc c'est comme le traditionnalisme, c'est comme il y a une critique vraiment là-dedans au traditionnalisme. Non, il faut que tu fasses comme. Non, mais attends, c'est évolutif, puis on peut cueillir beaucoup de choses à l'intérieur de cette évolution-là. Ah ben, au moins, c'est ça notre perspective en yoga yoni. Hein. En même temps, il y a une critique par rapport à c'est quoi que c'est traditionnel, parce que c'est quelque chose de très ancien. On ne sait pas l'origine exacte de tout. Hein? On sait déjà les relectures des gens. Donc, aussi. Ouais, c'est ça, c'est dur. Ouais, c'est dur. Juste en réflexion. Parce qu'il y a des gens qui disent, ah, je vais donner le yoga traditionnel. Non, c'est déjà changé plusieurs fois. Ah non, c'est ça, c'est fini. Non, c'est ça. C'est un peu une vision trop conservatrice hein, de l'histoire. Si vous réfléchissez un peu au mot Hatha, sous langue psychologique plutôt que physiologique, vous serez plutôt apte à savoir si Hatha Yoga est physique ou spirituel. Ha signifie soleil, le soleil de votre corps, c'est-à-dire votre âme. Et Ta, ça signifie lune, votre conscience. L'énergie du soleil ne disparaît jamais, tandis que la lune disparaît chaque mois pour réapparaître ensuite dans sa plénitude. De même, le soleil en chacun de nous, notre âme, ne disparaît jamais, tandis que le mental ou la conscience, qui tire son énergie de l'âme et des fluctuations et des modulations des humeurs, des hauts et des bas, comme la phase de la lune. Le mental est comme du vie-argent, de même qu'on ne peut pas attraper du vie-argent avec la main. Il n'est pas facile de saisir le mental. Pourtant, lorsqu'est réalisée l'union de la conscience et du corps, l'énergie de la conscience s'immobilise. Et lorsque l'énergie de la conscience est immobile, la conscience l'est aussi. Et l'âme pénètre tout le corps. Je pense que ces paragraphes expliquent très bien déjà tout. C'est l'idée j'aime bien l'idée de penser à les phases de la lune au niveau des consciences, que ça change, hein, donc c'est changeant et après ça réapparaît avec la plénitude. Bon. Je trouve beau, hein, poétique. Mais je pense que tu n'as pas besoin de trop expliquer, c'est déjà auto-explicatif. Qu'est-ce que tu penses? Je continue? Ouais, continue. Pour moi, c'est bon. Le Hatha Yoga Pradipika dit que le yoga est Pranavriti Nirodha, qu'il arrête les fluctuations du souffle. Les Hatha Sutras de Patanjali disent que le yoga est Sitavriti Nirodha, qu'ils arrêtent les fluctuations du mental.
Le mental peut aller dans plusieurs directions en un quart de seconde. Ces mouvements sont très rapides et très variés. Mais le souffle ne peut pas aller dans plusieurs directions à la fois. Il ne connaît qu'une seule parcours, l'inspiration et l'expiration. Il peut s'arrêter pendant quelques instants en rétention, mais il n'est pas diversifié comme le mental. Selon les Hatha Yoga Pradipika, contrôler le souffle et observer son rythme amène la conscience à la immobilité. Ainsi, que le Hatha Yoga Pradipika commence par le contrôle du prana, du souffle ou de l'énergie, et que les Yoga Sutras de Patanjali commencent par le contrôle de la conscience. Ils se rejoignent pourtant à un certain point, il n'y a finalement aucune différence entre eux. En contrôlant les souffles, on contrôle la conscience, et en contrôlant la conscience, on rythme les souffles. Magnifique. Est-ce que tu veux dire quelque chose par rapport à ça? Je pense que Non, c'est clair je pense quand même. Hein? Ouais, c'est parfait. C'est juste que c'est comme il y a un qui va parler plutôt de la respiration, de fluctuation de la respiration, puis tout ça. C'est que ça rejoint beaucoup au cours, là. C'est comme dans la vraie vie. C'est comme très souvent, on a envie de commencer un cours par pranayama, justement pour contrôler un petit peu, moduler un petit peu le mental qui est un peu bondé. Puis là, on diminue un peu le rythme, puis donc on s'installe sur le tapis. Donc, c'est comme donc la respiration qui amène un certain blocage du mental. Non, un véritable chitta vritti nirodha. Donc, c'est comme, vous voyez, comme il y a une connexion vraiment très forte entre les deux textes. Ah, donc, c'est parfait. Mhm. Ouais. Parce que pour arrêter la fluctuation du mental, c'est très difficile si on ne commence pas avec les souffles non plus. Hein. C'est comme dire, OK, ferme les yeux et vas-y, arrête les fluctuations du mental. Hein, Mais donc, tout le monde commence, commence, peu importe, c'est comme dehors du yoga. Tu sors du yoga, puis tu t'en vas dans la psychologie sportive. Par exemple, je travaille avec. Ils vont commencer toujours par la respiration. L'inspiration, c'est ça qui va calmer, hein, Ouais. calmer un peu ces fluctuations. Hein. Ouais. Mais qu'est-ce que Yoga Sutra de Patanjali veut dire quand même, c'est que pour arriver à une bonne pratique de yoga, il faut arrêter ces fluctuations du mental. Hein. Ouais, mais c'est parce que Patanjali il va aller au-delà de l'histoire. Il va aller un peu plus au niveau philosophique. Si on regarde les branches de Ashtanga, c'est que les membres là, parce que pour Patanjali, il y a une question sociale qui est là. Donc, il faut que tu apprennes à être un être humain. On va arriver là, on va arriver là, on va arriver là. On va arriver là, oui, mais c'est juste pour voir comme c'est comme le Hatha Yoga Pradipika est vraiment plus schlack. Si tu lis le yoga, si vous lisez le Hatha Yoga Pradipika, c'est vraiment comme, écoute, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est comme il y a vraiment comme de façon de faire l'histoire, tandis que le Yoga Sutta de Patanjali, il va vraiment il y a beaucoup plus de poésie. Oui, c'est ça, plus poétique. Hein? Donc, ouais. Ça va prendre plus de temps pour arriver. C'est plus beau. Ouais. Comme les camphres qui se confondent avec la flamme, le mental s'absorbe dans la flamme de l'âme. C'est le point culminant de Hatha Yoga. Le texte nous dit que le Hatha Yoga est l'union du mental avec l'âme. Le Raj Yoga est également l'union du mental avec l'âme. Il n'y a donc pas de différence entre les deux. Le yoga est un. Ainsi, pratiquer le yoga, c'est unir unir le corps au mental. Pour une personne cultivée, c'est aussi unir le mental à l'intelligence. Et pour une personne encore plus cultivée, c'est unir le corps, le mental, l'intelligence aux profondeurs de l'âme. Donc, très bien, parce que ça fait exactement un peu l'idée de la vie de l'Ayurveda, hein, cette union entre tout, mental, intellectuel,
l'essence, tout est là. Avec l'âme, Ayurveda va appeler ça d'Atma, l'âme profonde, c'est la plénitude. C'est notre pure conscience, selon la vision de l'Ayurveda. Charaka Samhita. Okay. Le yoga est traditionnellement divisé en 8 étapes ou aspects appelés yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana et samadhi. Si ces termes non sont pas familiers, vous risquez d'être tout d'abord effrayé par ces longues listes. En avançant dans ce livre, vous vous familiarisez un peu à peu avec ces concepts et les mots sanscrits ne feront pas obstacle à votre compréhension. Okay. Je vais juste partager ici, peut-être je montre un peu qu'est-ce qu'il dit. Je fais l'arbre ici, j'ai pris un dessin de l'arbre ou pas tout de suite. On va un peu plus et bientôt je montre. On peut aussi avoir 3 niveaux dans le yoga, extérieur, intérieur et intime, ou physique, mental et spirituel. Ainsi, les 8 étapes du yoga peuvent-elles être divisées en 3 groupes. Yama et niyama sont les règles morales, sociales et individuelles. Asana, pranayama et pratyahara conduisent à l'évolution de l'individu, à la compréhension du soi. Dharana, dhyana et samadhi sont les fruits du yoga qui permettent la contemplation de l'âme. Mais en tant que tel, ils n'entraînent pas dans sa pratique. Donc, je vais faire un partage ici. Hop. Vous voyez bien? Ouais. Parce que là, c'est quand même intéressant de montrer les mots comme ça aussi avec l'idée de l'arbre qu'il va créer. C'est pour ça le nom du livre, l'arbre du yoga. Tout est à partir de ces concepts-là, de l'idée de la racine, les troncs de l'arbre et asana, donc pour arriver en haut. Donc, ça vient du bas. C'est comme si du bas de l'arbre, on devait avoir ça, commencer par exemple avec yamas, pour aller après niyamas, aller avec les asanas, que c'est les postures, les pranayama, que c'est le contrôle du souffle, les pratyahara, que c'est le contrôle du sens, dharana, c'est la concentration, après la méditation avec dhyana, pour arriver au but ultime, que c'est samadhi, un état de félicité, de l'union de l'esprit universel avec l'absolu et tout, c'est les points communants du yoga. Donc, et on voit comment dans l'Occident et dans plusieurs écoles, les gens restent beaucoup ici sur asana, sur les postures seulement. Il y a un moment que on rentre, c'est des musiques, on suit juste les mouvements, on ne pense pas à faire un peu de pranayama, de la respiration, ni concentrer pour arriver peut-être, après la concentration, arriver en méditation, en état de méditation pour peut-être un jour arriver à cet état de félicité. Là. Et très souvent, on oublie les yama et niyama, que ça serait la base. L'arbre ne peut pas survivre sans les racines. Donc, cette base est super importante d'explorer, développer. C'est pour ça qu'on voulait aussi étudier, montrer un peu ça, et on va arrêter à chaque yama, niyama, on va explorer ça aussi avec vous. Parce que ça, c'est super important pour avoir, disons, la bonne pratique complète du yoga. Puis, je vais un peu plus loin. Je pense que c'est comme... je pense qu'avoir la compréhension des yamas et niyamas, c'est une façon d'être un être plus complet pour la vie. Mm-hmm. Tu sais, c'est comme parce que quand tu comprends yamas, tu sais, c'est comme si tu prends un yama seulement, c'est comme la non-violence, exemple. C'est comme si on commence, c'est comme... Rapido, André, juste excuse-moi pour te couper, mais juste explique c'est quoi yamas, parce que j'ai pas fait la traduction. C'est les règles morales et sociales, OK? Ouais, mais règles entre guillemets, Entre OK? guillemets. Ouais, c'est comme, parce que en fait, c'est beaucoup plus, parce que sinon, ça semble que c'est dogmatique.
Puis c'est pas ça l'objectif. C'est comme c'est beaucoup plus des suggestions pour être mieux en collectivité. Puis c'est très intéressant parce que ça rentre un peu dans ce qu'on voit dans le monde présentement. On voit une montée extraordinaire de l'extrême droite, par exemple. Donc, ça nous connecte énormément, même au niveau politique, le yoga. Hein? Puis, c'est comme on observe, on voit pas comment les leçons néolibérales ou de leçons, c'est comme peuvent se connecter avec ce qu'on étudie en yoga. Hein, parce que c'est comme pour nous, pour le yoga, c'est la collectivité, la chose la plus importante. Voyez, regarde le Yoga Sutta de Patanjali. Il va commencer par Yama. Il va pas commencer, il commence pas par Asana. Il commence pas par Samadhi. Non, non, il commence par Yama. C'est comme, donc c'est comme, regarde, il faut que tu apprennes à être une meilleure personne pour la collectivité. Ah, puis c'est un peu ça l'idée. Vas-y, il y a Sarah qui a écrit quelque chose. Iyengar dit que Dhyana est des fruits de la pratique du yoga, mais elle ne fait pas partie de la pratique elle-même. Dernière phrase du paragraphe qu'on discute. Mais on les pratique, la méditation, pour y arriver, n'est-ce pas? Donc, sa question, c'est, on doit pratiquer la méditation pour arriver à là, en résumé. Donc, est-ce qu'il faut pratiquer la méditation? Parce qu'ici, il dit que... oui, mais elle est d'accord qu'on doit commencer avec Yama Niyamas. Est-ce que tu as besoin que je relise André? Ah, OK, parce que je viens de savoir comment faire ça dans mon cellulaire. OK. Donc, ouais, c'est ça. En fait, c'est un peu... comment je peux dire ça en français? OK, ouais. En fait, Iyengar, OK, il n'est pas véritablement cohérent avec ce qu'il dit là, OK? Parce que très souvent, dans ses cours et tout ça, on le voit parler de tu es dans une position de guerrier 2, puis tu dois essayer de te rendre dans une espèce de méditation dans la posture. OK, mais ce qu'il veut dire avec ça, OK, véritablement, là c'est très intéressant parce qu'en fait, Dhyan, le mot, ça veut dire contemplation. OK? La traduction, c'est contemplation, ce n'est pas méditation. Nous, on le voit comme en étant l'acte de méditer parce que c'est le moment qu'on n'a plus de barrières. OK? Donc, c'est comme, OK, la méditation, c'est ça, c'est ce moment que tu as complètement lâché tes sens, qui t'a déjà fait ta concentration sur un aspect de ta vie, de quoi que ce soit. Puis là, tu lâches prise de ça, puis tu vas contempler ce qui est. Donc, ce qui, à Iyengar, il veut dire avec la méditation qu'il dit souvent dans ses cours, c'est que tu dois essayer de te rendre à un certain niveau dans ta pratique, que tu sois capable de être dans une position puis contempler cette position-là. Hein? Donc, moi, je pense que c'est un exercice pour la méditation. Vous comprenez? C'est comme, oui, on ne médite pas dans une pratique de yoga, on va le méditer peut-être à la fin ou peut-être à la maison, quoi que ce soit. Hein? Donc, c'est un peu plus dans ce sens. Ouais. Et Sarah dit, ah oui, la contemplation, l'importance de la traduction et de l'interprétation du mot Dhyana, je comprends mieux. Ouais. Mais juste pour finir, Sarah, oui, il faut quand même pratiquer, même Yama et Niyamas, il faut pratiquer. Je pense que
Ouais. Surtout pour les gens, disons, qui c'est pas élevé avec, c'était pas pris dès qu'on est petit, toutes ces connaissances-là. Donc, pour nous, disons, on commence le yoga avec 20 ans, dans la majorité des gens autour de 20 ans et tout, ou 30 ans, ou après même, ça, il faut tout pratiquer, il faut tout comprendre l'idée du yoga, même la base, même les postures, parce qu'on est sur l'automatisme de notre vie. Hein, on veut toujours, on a une routine, on fait les choses, c'est tout automatique. Donc, on va arriver à contemplation tout seul. C'est difficile. Oui, il y a un chemin. Il y a un C'est chemin ça, à faire. ouais, un chemin. Il y a un Ouais, chemin ouais. à faire. Hein. C'est pour ça qu'ils mettent sur l'ordre-là. On doit apprendre yamas, niyamas, pour après apprendre. En fait, on devait commencer avec ça pour pouvoir faire la posture du yoga, hein, les asanas. Et après, on maîtrise la posture, on va maîtriser la respiration bien. Si on maîtrise la respiration, on va être capable de maîtriser nos sens. Hein. Si on maîtrise nos sens, on va être capable de se concentrer mieux. Si on concentre mieux, on va être capable de contempler. Et si on contemple, on va être capable d'arriver à un état suprême, on peut traduire un peu comme la félicité, hein, qui on a déjà dans l'intérieur de nous. On a déjà tout ça. Peut-être on a déjà vécu ça, mais pour les gens ont cette, comment on dit, inside, hein, en plus qu'on est en contact avec la nature. Hein? Donc, qui disent, j'étais en nature et je sentais un état suprême, c'était vite d'y arriver, ou avec les drogues aussi, ils vont arriver à ça un peu plus vite, donc on peut arriver à ça un peu plus vite. Donc, mais dans l'idée d'arriver, c'est là, à partir du yoga, de la pratique, oui, il faut pratiquer. Il faut... Ouais, mais c'est ça. Je pense que c'est pas. C'est comme. Je pense que c'est moins linéaire qu'on pense. OK? Je pense que c'est beaucoup plus global. Puis c'est beaucoup plus. C'est comme on expérimente. C'est comme, oui, dans la tradition, ils apprenaient le yam en premier. Donc là, il y avait vraiment juste le travail social, le karma yoga. Puis là, tu fais la vaisselle, puis tout ça. Puis après, tu vas apprendre niyamas. Puis juste après 5 ans, tu vas commencer à apprendre asanas, puis tout ça. OK, là, dans notre société, ça ne marche plus, ça. C'est fini, ça. Donc là, comment dealer avec un processus qui est déjà cassé? C'est comme eux, ils voulaient, hein, comme Yoga Sutta voulait. Comment briser ça? Comment briser ça puis remettre ça? Donc là, on est beaucoup plus dans un apprentissage non linéaire. Donc, Oui. on est dans un apprentissage qui est dans une pratique de yoga, exemple, okay, sur le tapis. Sur le tapis, ben, je vais essayer d'être non violent avec mon propre corps. Quand je vais être sur ma pratique, je regarde pas l'autre pour vouloir être comme eux. Ah, mais je voulais être tellement plus flexible, comme il est beau, puis des trucs comme ça. Non, on apprend à être avec nous et on apprend à jouer avec ces sensations puis avec ces jugements-là. Ça, c'est une pratique des yamas et niyamas. C'est là, c'est jongler avec cet aspect collectif puis intrapersonnel qui est avec toi, même dans une pratique de yoga. Puis après, le prof va vous faire un pranayama. Donc là, tu vas apprendre à mieux respirer. Puis là, tu respires, tu fais un exercice de respiration. Puis là, l'autre jour, dans l'autre cours, tu vas voir que ton asana, ben, tu es moins essoufflé dans ton asana. Donc, c'est comme, je pense que c'est pour ça que je pense que c'est énormément important les pratiques, les différentes pratiques qu'on pratique du hatha yoga, du yoga asana. Ça qu'on fait ici aujourd'hui, c'est une pratique de yoga. C'est comme on travaille sur la Jnana Yoga. Ça, c'est une pratique d'étude. Si vous n'avez pas encore réalisé ça, mais vous êtes dans une pratique de yoga. Oups, vous êtes dans une pratique de yoga.
Ouais, donc tu vois, c'est comme on apprend. Et on a même sur niyamas, hein, parce que les svadhyaya, c'est Ouais, l'étude Svadhyaya. c'est l'étude d'histoire. C'est l'étude d'histoire, mais l'étude qui nous apporte quelque chose. Hein. Ouais. Donc, ça, c'est niyama. Hein. Donc, on est avec ces groupes-là sur la base, sur cette base-là. Ouais, à la base, ouais, on est là. Ouais, On est c'est là vrai. sur on est là vers les troncs de l'arbre, disons. Donc, vu qu'au niveau du temps, Milena, est-ce que Milena, tu as des questions, ça va? Non, c'est super clair. Merci beaucoup. Cool. Donc, je vais faire en lecture maintenant un peu plus vite. Est-ce que tu veux lire, Milena? Oui, je peux lire. Alors, Oui. Donc, vas-y jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin et après on discute parce que comme ça, du coup, je ne sais plus, on était à quel paragraphe exactement? on était bien que le yoga soit souvent considéré en Occident. C'est page 19. 19, oui. Bien que le yoga soit souvent considéré en Occident comme étant purement physique, il est aussi physiologique et psycho-spirituel. C'est une science qui libère le mental et l'asservissement du corps et le conduit vers l'âme. Quand le mental atteint l'âme et fusionne avec elle, celle-ci est libérée et demeure par la suite dans la paix et la béatitude. Si l'on garde un oiseau en cage, il n'est pas libre de ses mouvements. Dès que l'on ouvre la cage, l'oiseau se saisit de la liberté et s'envole. L'homme atteint cette même liberté quand le mental est délivré de l'asservissement du corps et vient reposer dans le sein de l'âme. Le premier niveau du yoga consiste en ce qu'on peut appeler les commandements et les interdits. Niyama nous dit ce que nous devons faire pour le bien de l'individu et de la société, et Yama ce qu'il faut éviter de faire pour ne pas nuire à l'individu et à la société. Ce sont des règles morales qui existent partout dans l'humanité depuis des temps immémoriaux. Yama et Niyama appartiennent à la tradition de toutes les civilisations, à l'Orient comme à l'Occident, au Nord comme au Sud. Après avoir suivi ces préceptes traditionnels ou commandements et interdits, on travaille ensuite au développement individuel par l'interpénétration du corps et du mental et de l'âme. Ce deuxième niveau du yoga est le sadhana, ou pratique, et comprend asana, pranayama et pratyahara. Asana et pratyahara. Parfait, c'est parfait. C'est bon, c'est parfait. Ouais. Asana est la pratique des différentes postures du corps, pranayama est la science du souffle, et pratyahara, c'est soit faire taire les sens et les garder passivement là où ils se trouvent, soit les intérioriser afin qu'ils puissent demeurer au centre de l'être. Le troisième niveau du yoga est décrit par Patanjali dans ses Yoga Sutras comme étant la richesse du yoga. Il est en effet le fruit de la sadhana et consiste en dhyana, Dhanana, dhyana et samadhi. et samadhi. Ouais. Pranayana est la concentration ou par faire l'attention. Dhyana est la méditation. Samadhi est le point culminant du yoga. Un état de félicité et d'union avec l'esprit universel. Si vous prenez soin d'un arbre pendant sa croissance, il fleurira le temps voulu, puis atteindra son point culminant naturel en donnant des fruits. De même, la pratique du yoga doit culminer tôt ou tard dans le parfum spirituel de la liberté et de la béatitude. Tout comme la substance de l'arbre est contenue dans le fruit, la substance de votre pratique est contenue dans ces fruits qui ont pour nom liberté, équilibre, paix et béatitude. Merci, Milena. De rien. Ah, ben il fait vraiment l'arbre. Oui, c'est pour ça que j'ai pris un dessin comme ça serait plus facile pour les gens de visualiser qu'est-ce qu'il parle, quand même, parce qu'il fait exactement l'arbre. Et c'est très intéressant quand il dit
qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire au niveau de Niyamas, OK? En partie du paragraphe ici, que l'idée, c'est exactement bien faire l'individu pour la société pour l'individu, hein, cette connexion. Donc, finalement, être bien dans les niveaux sociaux aussi. Qu'est-ce qu'on disait avant aussi, de la non-violence. On va développer chacune, mais c'est très intéressant, un peu l'idée de comment on doit être pour vivre en communauté, en collectivité, pour comprendre le yoga comme une seule chose, hein, comprendre qu'on est partie d'un tout. Hein. Donc, on revient au mot yoga. Le yoga est un. Hein, donc, l'idée qu'on est lié à tous les autres êtres. Donc, si on est lié à tous les autres êtres de l'univers, on doit savoir vivre avec ces êtres-là. Donc, disons, si je pense juste à moi, et je prends un peu plus l'égoïsme, hein, donc c'est ça que je ne pense pas à l'autre. Donc, ça, c'est un problème. Ça va être un problème parce qu'on ne pense pas à la collectivité. Donc, tout d'abord, l'idée du yoga, c'est les collectifs. Penser en collectif. Donc, ça, c'est important. Puis, en fait, c'est comme c'est intéressant parce que je pense que le troisième paragraphe va parler des philosophes, des saints, des sages, puis tout ça. Puis, qui ont parlé, qui ont dit d'autres trucs, qui ont fait des clarifications, puis machin. Et puis, c'est comme, si on prend par exemple Platon, qui va amener dans son livre, La République de Platon, ben, il va apporter, c'est sûr que c'est idéaliste, là, son affaire, mais il apporte vraiment le sens de justice en français. Je pensais justesse, je pense. Justesse, ouais. Et voilà les lusophones. Mais justement, c'est comme être le plus juste possible. Donc, c'est en fait, Milena, c'est ça, c'est justesse? Je pense que c'est justesse, ça dépend du sens que tu veux lui donner. Mais d'être juste. Ah non, c'est justice alors. Ah justice. Ouais. Justice. Ouais, donc c'est bien justice. Ouais, c'est bien ça que je voulais. Ouais, c'est ça, c'est être juste. Puis tout ça, donc c'est un peu ça, c'est comme que tous les êtres aillent dans sa vie l'opportunité, c'est très important, l'opportunité de vivre, hein, de vivre. C'est ça un peu le truc. Merci, Milena. Juste un instant, André, Milena doit partir. Bye bye, Milena, merci. Bye, Milena, merci. Donc, je pense que ça c'est quand même très important parce que ça rejoint énormément à ce qu'il dit. Parce que si on voit avec une vision plus écartée, waouh, Platon, il explique beaucoup de choses qui, le yoga, il parle depuis 2 milliers d'années avant lui. Puis Descartes va parler, Kant va parler, puis c'est comme... c'est comme donc les philosophes, ils parlent plusieurs choses qui sont déjà décrites par la littérature du yoga, du Vedanta, l'Ayurveda. Puis ça rejoint. Puis c'est juste que nous, on pratique plutôt le yoga. C'est comme, puis eux, ils pratiquaient d'autres choses, mais le sens, là où on veut y arriver, c'est la contemplation, la conscience, c'est le but du chemin. Hein? Donc, c'est ça que je voulais dire. Très bien. Ça va, Oui, ça va, Sarah. Est-ce que tu veux écrire quelque chose? Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? qu'on finisse. OK. Très bien. Donc, on va finir pour aujourd'hui. Il est 1h. On montrera pour finir. Moi, je voulais juste dire une chose avant la fin. C'est quand même intéressant de lire le paragraphe avant la rencontre parce que comme on coupe
je pense que c'est intéressant, si vous avez du temps, c'est sûr, là, c'est quand même intéressant de lire. Vous voyez comme c'est des petits, chapitres dans la première partie. Donc, vous avez l'arbre du yoga après, puis vous voyez que c'est court, c'est pas long. Donc, si vous pouvez lire en petite partie là, du paragraphe dans un moment, c'est quand même intéressant parce que là, vous arrivez ici, puis quand vous lisez, ben, ça ne devient pas quelque chose un peu trop abstrait. Vous avez déjà lu ça, puis vous avez déjà matérialisé un peu ça. OK, donc Ouais. je pense Même que... si vous ne comprenez pas les termes encore, mais vous avez vu, on arrête, on va essayer d'expliquer, d'explorer un peu plus. Donc, vous pouvez même mettre écrire des questions. Vous avez déjà Ouais. fait un peu préparé pour ça. Donc, sûrement, la semaine prochaine, on aborde l'arbre du yoga, puis l'individu et société. Hein, parce que c'est court, là, l'arbre du yoga est tout petit. Là. Ah oui, oui. Donc, je Les pense deux. qu'on va faire les deux la semaine prochaine. Ouais. Je pense que oui. Mais en même temps, l'arbre du yoga va parler des niyamas et va dire chaque niyama. Est-ce qu'on va rentrer là-dessus? Bon, lisez les deux. Lisez les deux, on va voir. Parce que sinon, peut-être on va arrêter et expliquer chaque niyamas et niyamas pour vous. Ouais. Allez. On ferme un petit peu les yeux. On observe un petit peu comment on est après ça. Puis on va chanter 3 Om pour finir notre pratique, puis le mantra de fin de cours, de pratique. On inspire. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnam Udachyate Purnasya Purnamadaya Purnam Hevavashishyate Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat. Donc les yeux doucement. Merci tout le monde. Namaste. Merci. Namaste. Bye.